suis Xavier Bellet, je suis le directeur commercial de Niji. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire autour de l'analyse que nous avons pu faire de cette crise sanitaire, économique et quels en sont en tout cas les impacts et je dirais comment nous pensons rebondir ou quels sont les axes de rebond potentiels pour nos clients et nos partenaires. Voilà, je suis ravi de partager cette analyse avec vous. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que cette analyse, elle a été aussi faite pour alimenter la manière dont Niji doit aussi pivoter vers ce monde d'après et comment nous devons nous adapter pour accompagner nos clients et nos partenaires. Et donc, voilà, hein, cette analyse est aussi le fruit de cette vision de cette crise économique, mais aussi de nos interviews que nous avons menées ces dernières semaines avec nos clients et nos partenaires. Je vais passer la main d'ailleurs de suite à l'équipe qui a mené cette étude, Laurent et Valérie. C'est Valérie qui va prendre la main pour commencer à présenter cette analyse. Alors, je reprécise, dans le déroulement, on a une session de questions-réponses en fin de présentation. Donc, voilà, l'idée, c'est de laisser dérouler, puis on prendra le temps d'échanger à la fin sur si vous avez des questions autour de cette étude. Voilà. Valérie ? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, on va commencer cette présentation par une analyse un peu des impacts économiques de la crise. Donc quelques chiffres tout d'abord qui démontrent un peu l'ampleur qu'a eu la crise sanitaire et notamment le confinement sur l'activité en France avec un PIB revu à moins 5,3% sur T1 2020. Donc c'est les derniers chiffres de l'INSEE. Un choc de la demande avec une consommation des ménages en baisse, un choc de l'offre également, avec un taux d'utilisation des capacités de production seulement de 46% en avril. Et puis, voilà, un recours massif au chômage partiel avec un chiffre presque à 13 millions de salariés en mai, des emplois détruits et des entreprises qui ont aussi eu du mal à payer leurs fournisseurs avec beaucoup de factures en retard. Donc voilà, c'est quelques chiffres qui montrent un peu l'ampleur qu'a eu le confinement sur l'économie en France. Et on a essayé de s'attacher à faire une étude plus détaillée sur les secteurs de l'économie. Donc, en premier lieu, sur ce graphique, vous voyez les estimations du coût d'arrêt de l'activité économique par secteur pendant le confinement, selon 4 sources différentes. Donc, l'INSEE, la Banque de France, Xerfi et l'OFCE. Et ce qu'on peut dire, c'est que on voit qu'il y a effectivement des écarts selon les sources. Donc les modèles traditionnels d'estimation de conjoncture économique sont peu adaptés finalement à la crise qu'on a pu vivre. Mais on voit quand même des premières tendances qui se démarquent avec 3 grands clusters de secteurs. Donc des secteurs pour lesquels le confinement a été vraiment très impactant. Les mesures de distanciation sociale notamment, ou le fait d'avoir fermé des boutiques ou des restaurants. Donc c'est le cas de l'hébergement, de la construction, du transport. D'autres secteurs qui ont subi ce confinement, mais qui ont quand même réussi à trouver des relais de continuité d'activité par le télétravail ou par le e-commerce. Donc c'est le cas des services aux ménages, du commerce, des services aux entreprises. Et puis au contraire des secteurs socles qui ont résisté au confinement parce que la consommation a continué. Donc c'est le cas de biens de nécessité ou de services de nécessité comme l'énergie, l'agroalimentaire ou les services financiers, les services bancaires. D'autres faits marquants qui montrent vraiment l'ampleur de l'impact, des impacts de la crise sur différents secteurs. Donc des secteurs très très impactés comme le tourisme, totalement à l'arrêt, le transport aérien qui ne retrouvera a priori son volume normal que d'ici 3 à 5 ans, ou des secteurs aussi comme l'automobile qui ont plus d'1 million de véhicules en stock pour les différents constructeurs français. Donc voilà, des secteurs très touchés.
et puis d'autres secteurs moins touchés qui, au contraire, pour certains, ont dû faire face à un boom de leur activité et ont dû mettre en place des actions et des mesures pour continuer leur activité. Donc, c'est le cas des télécoms, par exemple, qui ont vu une hausse du trafic Internet ou du retail alimentaire, qui ont dû faire face au pic de la demande et donc s'organiser pour, au contraire, répondre à une augmentation de la demande. Donc, on a essayé de creuser 17 secteurs de l'économie pour avoir une analyse plus fine par secteur des impacts de la crise. Donc, on a étudié ces secteurs selon 6 critères d'analyse que vous voyez sur la droite, en essayant de les qualifier selon est-ce que l'impact était limité ou au contraire au contraire fort sur le secteur. Donc, on a analysé l'impact sur le chiffre d'affaires, les enjeux de trésorerie. Est-ce que les trésoreries étaient un problème ou non? Le potentiel de reprise post-confinement. Est-ce qu'une forte mutation post-confinement est attendue dans ce secteur ou non, au vu des impacts de la crise? L'exposition internationale, qui est aussi un facteur important vu que la crise est vraiment mondiale, et puis aussi les enjeux sécuritaires et sanitaires sur ces différents secteurs. Donc, en termes de méthodo, bien évidemment, on a analysé des chiffres, des statistiques, comme on vous l'a montré tout à l'heure, mais on a surtout analysé des acteurs dans chaque secteur pour avoir une analyse plus fine. Et donc, on s'est prêté au jeu de la synthèse. Et là encore, on a 3 grands clusters de secteurs qui se démarquent. Des secteurs très impactés, les plus impactés, par la crise sanitaire et qui ont des potentiels de reprise variant d'un secteur à l'autre, mais assez limités. Donc, c'est le cas du tourisme, de l'automobile, de l'industrie de manière générale, et puis des transports et mobilité. On a un autre cluster de secteurs qui, pour le coup, présente une très forte diversité d'acteurs qui doit forcément conduire à une analyse beaucoup plus nuancée au cas par cas et entreprise par entreprise. C'est le cas des services aux entreprises, notamment, qui, même pour certaines entreprises, ont eu certaines de leurs activités très impactées et d'autres qui, au contraire, ont plutôt eu un boom pendant le confinement. Donc ça, c'est des secteurs beaucoup plus nuancés. Et puis les secteurs socles, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais des secteurs relativement préservés durant la crise sanitaire. Donc c'est le cas du secteur de la santé, banque et assurance, de l'industrie agroalimentaire et de la distribution alimentaire qui a continué pendant la crise, et des télécoms. Pour conclure un peu cette analyse des impacts par secteur, on a essayé aussi de se poser la question donc il y a eu le choc de la crise sanitaire et puis il y a le choc de la crise économique qui se profile. Donc on a essayé de mapper sur cette matrice à 2 niveaux, donc l'impact de la crise sanitaire. Et donc là, on retrouve en bas à gauche les secteurs qui ont été peu impactés pendant la crise sanitaire et qui seront a priori peu impactés par la crise économique. Donc c'est le cas de la santé, des télécoms et du secteur public. Des secteurs qui ont été impactés pendant la crise sanitaire mais qui vont être moins impactés pour la crise économique. Donc c'est le cas de la défense et de l'énergie notamment. Des secteurs durablement touchés, donc, qui ont été touchés pendant le confinement et qui continueront à subir la crise économique qui arrive. Donc, c'est le cas du tourisme, de l'automobile notamment, et de l'industrie et de la construction de manière générale. Et enfin, des secteurs qui ont été relativement préservés pendant la crise, mais qui vont sûrement subir la crise économique en deuxième vague. Donc, c'est le cas de l'alimentaire, de la distribution et de l'industrie, du luxe, et puis des secteurs banque et assurance. En complément de cette analyse sectorielle, on s'est aussi attaché à regarder la situation des acteurs en fonction de la taille des entreprises. La situation n'est pas la même pour des PME, des ETI ou des grands groupes. Et donc sur les PME, le fait marquant, c'est la moitié des dirigeants de PME qui aujourd'hui sont inquiets pour la survie de leur entreprise, notamment pour des problématiques de trésorerie. La moitié de ces PME disposent de simplement 3 mois de trésorerie et l'autre moitié de moins. Et puis, également fait important, 65% des PME ferment en avril, donc on voit un impact
très fort et pour des acteurs qui sont davantage exposés, notamment pour des problématiques de liquidité et avec du coup des dirigeants qui s'inquiètent pour la pérennité de leur entreprise. Au niveau des ETI, la situation est un petit peu différente. Premier fait marquant, hein, c'est 91% des ETI qui ont fait appel à l'activité partielle. On voit bien le rôle d'amortisseur qu'a pu avoir ce dispositif pendant la période qu'on a connue. Et globalement, 2/3 de ces ETI s'estiment prêtes pour le redémarrage de l'économie. Et donc, c'est une étude qui a été menée par le mouvement des ETI fin avril 2020. Donc, globalement, elles sont en ordre de bataille. Leur crainte principale, c'est le niveau de la demande et donc le risque qu'il n'y ait pas assez de débouchés commerciaux sur le territoire français dans un contexte où l'international est quelque chose de compliqué. Et c'est vraiment une des inconnues de la période qu'on traverse. Et effectivement, on commence à avoir des indicateurs avancés, et on en parlera tout à l'heure, sur le redémarrage de l'économie. Mais comment est-ce que les consommateurs vont se comporter? Comment est-ce que quel va être le niveau de la demande? C'est vraiment un des facteurs importants dans ce redémarrage et pour la perspective. Et donc, on va suivre ça évidemment de très près. Au niveau des États, là aussi, on dispose maintenant de projections sur l'évolution du PIB réalisé tant par le FMI que la Commission européenne. Alors, les niveaux vont varier suivant l'organisme qui a mené ces études, mais globalement, la tendance est la même. On est sur un ralentissement brutal en 2020 des économies, avec des reculs entre 5 et 8% globalement pour les pays développés. On notera l'exception chinoise, malgré un recul important qui resterait en croissance. Après, on peut discuter des chiffres. Et par contre, un rebond en 2021 dans à peu près l'ensemble des pays. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que ce rebond n'est pas suffisant pour gommer les pertes de croissance de 2020. Et donc, on est sur une estimation de 2 à 3 ans pour retrouver des niveaux de PIB similaires à ceux de 2019. Et donc, une crise à traverser devant nous qui va être importante et qui va nécessiter de s'y préparer. Alors justement, quand on regarde les premiers indicateurs qui sont disponibles, l'activité reprend. On n'est pas encore revenu à des niveaux nominaux, mais fin mai, le recul n'était plus que de 20%, avec une économie qui tournait au 4/5e par rapport aux chiffres qu'on a pu évoquer en début de présentation. Donc, on a commencé à combler une partie du recul. Et des prévisions pour juin, d'une activité économique qui ne serait plus en recul que de 14%. Hein, donc on n'est pas encore sur un retour à la normale, mais on est sur une situation qu'on pourrait qualifier de convalescence. Quand on regarde les signaux faibles sur le niveau d'activité, les réseaux de transport en commun, notamment la RATP, ont repris des horaires habituels et sont en train de rétablir des niveaux de service que l'on connaît en temps normal. Les bouchons qui avaient totalement disparu de la région parisienne ont fait leur retour, avec deux effets, hein, le redémarrage de l'économie et probablement aussi un report d'un certain nombre de déplacements sur des moyens de transport individuels par rapport au collectif. La consommation des ménages qui reprend avec l'ouverture des magasins, malgré tout à moins 6% des niveaux habituels, et puis l'industrie qui redémarre progressivement et qui a déjà comblé la moitié de la perte d'activité, même si moins 38%, on reste sur des niveaux d'activité qui sont encore très faibles. Un point important dans cet inconnu, c'est la consommation des ménages. On a pu lire sur pas mal de sources que les Français ont été contraints à épargner pendant cette période, alors probablement à nuancer aussi en fonction des niveaux de revenus des différents ménages, mais c'est plus de 55 milliards d'euros d'épargne qui aura été constituée. Et donc, est-ce que cette épargne va être injectée dans l'économie par un rebond de consommation, ou au contraire, est-ce qu'on est sur des comportements plus prudents? On voit que les enquêtes sur le moral des Français sont quand même donnent des résultats assez pessimistes. Ça, c'est une des grandes inconnues qui va peser forcément sur le redémarrage. Alors, dans cette période, on a beaucoup échangé avec nos clients. On a mené plus d'une trentaine d'entretiens avec des décideurs qui sont issus de secteurs qui sont variés et représentatifs finalement du tissu économique français. Et c'est ce qu'on vous propose de partager maintenant.
Le premier fait marquant, et là-dessus vos témoignages ont été unanimes, c'est la volonté des entreprises de protéger leurs collaborateurs face à la crise sanitaire. Et donc, par rapport à cette préoccupation, le premier réflexe a été la mise en place du télétravail. Le télétravail de masse, c'est vraiment un des éléments qui vont rester, je pense, dans la mémoire collective et par rapport à cette crise, avec deux situations, finalement, des entreprises qui étaient plutôt prêtes, pour qui la mise en place du télétravail a pu se faire en moins de 24 heures, qui avaient déjà des accords de télétravail, pour qui, dans certains cas, les grèves de décembre avaient été une répétition, et puis d'autres pour qui le challenge a été beaucoup plus important, parce que, tout simplement, par exemple, dans le secteur bancaire, c'est pas dans la culture d'avoir des ordinateurs portables pour un certain nombre de personnes. Il a fallu acheter, dans l'urgence, des centaines d'ordinateurs pour équiper les collaborateurs. Et puis, dans un certain nombre de secteurs, les applicatifs métiers, parfois un petit peu anciens, ne sont pas accessibles à distance, parfois aussi pour des problématiques de sécurité. Et donc, ça a pu être des freins au télétravail. Du coup, pour les entreprises qui n'ont pas pu s'appuyer sur le télétravail pour continuer, très souvent, la solution, ça a été la fermeture des sites ou la réorganisation des équipes sur site avec un ralentissement, du coup, drastique de l'activité. On a vu des équipes fonctionner en 2-8 ou 3-8 pour assurer une continuité d'activité, mais du coup avec ce ralentissement. Et donc certains d'entre vous ont été contraints de fermer complètement parce qu'ils n'avaient pas la capacité à assurer une continuité d'activité en protégeant ses collaborateurs. Et puis pour certains d'entre vous, et je trouve c'est assez intéressant également, la mise en place de ce qu'on pourrait appeler du care, le fait d'accompagner les collaborateurs dans cette période à travers des nouveaux rituels pour garder le contact, parce que beaucoup de collaborateurs se sont trouvés isolés chez eux, et puis de l'aide psychologique également dans certaines entreprises pour accompagner cette période. En deuxième volet, et le deuxième pilier des plans d'action qui ont été mis en place par les entreprises, c'est la protection cette fois-ci de l'entreprise, de sa santé financière et le fait d'armer très tôt dans la crise l'entreprise en termes de liquidité pour faire face à une période qui s'annonçait pleine d'inconnus. Et donc, vous avez été nombreux à négocier ou sécuriser aux frais de vos banques des lignes de crédit, à mettre en place un décalage ou une annulation du versement des dividendes, à la fois pour des préoccupations d'image et puis aussi parce que ça permet d'alimenter les liquidités de l'entreprise, et puis en mettant en place des prêts garantis par l'État qui ont permis aussi d'assurer une part de financement ou de disposer de matelas de financement. Une fois qu'on a sécurisé les liquidités, face à l'incertitude, la réduction des coûts est aussi une préoccupation très prégnante, avec à la fois du gel des embauches, on l'a retrouvé dans les chiffres du chômage que Valérie pouvait donner tout à l'heure, mais aussi le fait de maîtriser très fortement ces coûts, donc les coûts de structure, les charges, etc., avec une grande vigilance par rapport à ça. La relation client-fournisseur a pu se crisper aussi, notamment autour du sujet des délais de paiement. Alors, avec là aussi des comportements très contrastés pour le coup, entre des entreprises qui ont fait le choix, par solidarité, notamment vis-à-vis de leurs petits fournisseurs, de payer en avance un certain nombre de factures, et d'autres qui, soit parce que tout simplement les factures papier qui arrivent dans un siège fermé ne sont pas traitées, soit pour des motifs un peu plus discutables, n'ont pas pu honorer le respect des délais de paiement. Pardon. Et puis, dans la protection de l'entreprise, un besoin fort de visibilité, de compréhension de ce qui se passe, et donc des besoins en termes de tableaux de bord qui sont différents des besoins en période stable. En période de crise, on a besoin de piloter parfois quasiment au jour le jour l'activité, la demande, la situation des stocks, l'état des partenaires, et donc des besoins de visibilité très, très forts. Derrière, c'est l'intégration de la distanciation dans les parcours clients qui a été une préoccupation là aussi d'importance, avec, pour beaucoup d'entre vous, le e-commerce qui a permis d'amortir le choc en ayant une roue de secours, pour le dire comme ça, pour continuer l'activité. Et donc, on a vu beaucoup d'entreprises être capables de s'adapter très rapidement, de faire preuve d'inventivité pour proposer des nouveaux parcours clients. Donc, par exemple, cette entreprise belge qui a pu mettre en place en 10 jours, au tout début de la crise, une dizaine de drives pour soutenir la demande et pour répondre aux demandes de leurs clients,
des acteurs de l'automobile qui maintenant sont en capacité de vous livrer à domicile votre voiture neuve, puisqu'il n'est pas possible de se rendre dans la concession pour en récupérer les clés et la possession. Et puis des développements de nouveaux services, par exemple d'entreprises, de services aux entreprises, qui, notamment pour les personnels soignants, ont été capables de proposer finalement de l'épicerie au plus près du lieu de travail de ces personnels qui étaient très sollicités par ailleurs. Si le e-commerce, globalement, les fronts ont tenu, il y a pu y avoir des tensions importantes au niveau de la logistique, hein, et qui font que certains acteurs n'ont pas pu faire face à l'afflux de commandes, ont été parfois obligés de limiter le nombre de prises de commandes qu'ils autorisaient, parce que derrière, il faut que la logistique suive, il faut des capacités de livraison, avec des réseaux, certains réseaux de distribution ou de livraison en proximité qui étaient fermés, et il faut une capacité de préparation de commandes, et avec des collaborateurs qui, là aussi, doivent être protégés. Donc ça, on a vu que c'était un vrai challenge pour un certain nombre d'entre eux. En B2B également, il a fallu trouver de nouvelles façons d'interagir avec ses clients. Comment est-ce que des commerciaux peuvent continuer à mener des actions vis-à-vis de leurs clients, à répondre à leurs besoins dans la crise, parce que tout ne s'est pas arrêté. Et donc là aussi, il faut être capable d'être au contact. Avec du coup de nouveaux process à inventer, des rendez-vous qui seront peut-être plus en visio qu'en présentiel et qui nécessitent là aussi de la formation et des équipements pour accompagner cette transformation. Et donc vraiment, dans les entretiens qu'on a pu avoir, la conviction qu'un certain nombre d'entre vous ont partagé avec nous, que cette transformation digitale, ce boom du e-commerce, ce fait de réinventer des parcours clients, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, mais ça va rester une préoccupation au-delà de cette période de confinement, et également en préparation d'un éventuel rebond de cette crise ou d'une nouvelle crise sanitaire du même type. Un sujet sur lequel on a beaucoup échangé également, et du fait de notre activité, c'est assez naturel, c'est vos roadmaps projets. Hein, comment est-ce que vous envisagez l'avenir et comment est-ce que vous avez pu préserver ou pas les projets dans ce contexte. Là où vous vous rejoignez globalement, c'est le fait que la digitalisation des parcours, hein, typiquement en lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, va rester une priorité forte. Donc déployer des parcours e-commerce, les sécuriser, renforcer les infrastructures pour le travail à distance également, c'est des sujets qui restent prioritaires et globalement ce type de projet-là perdure et les équipes ont pu continuer à travailler. Par contre, effectivement, devant l'incertitude, les roadmaps projets sont extrêmement challengés et je pense qu'un bon nombre d'entre vous est aujourd'hui en train de mener des exercices de repriorisation, de préparer les budgets pour ce qui va rester de l'année 2020 et pour 2021, et avec le besoin d'être extrêmement sélectif dans les projets à sauver, et avec vraiment une priorisation sur des projets qui vont contribuer directement au CA, à la marge, à la réduction des coûts. Donc vraiment la rentabilité économique des projets comme facteur de décision dans cette période. Et avec effectivement ce que vous avez partagé avec nous, c'est-à-dire qu'on a une faible visibilité aujourd'hui sur la reprise de clients, on n'a pas des clients, on ne sait pas évaluer forcément simplement le niveau de la demande, et donc prévoir dans cette période est un vrai challenge, et pour autant, il est difficile de rester dans des positions attentistes, il est important d'élaborer les scénarios par rapport à ça. Et donc dans cette crise, le fait que disposer d'un leadership clair, aligné, communiquant sur les priorités de l'entreprise et sur la manière dont elle s'adapte, est aussi une des clés pour donner de la visibilité et mobiliser les équipes dans cette période. Malgré tout, hein, on est encore dans un contexte plein d'incertitudes. J'insiste vraiment sur l'ampleur des changements comportementaux à venir des consommateurs. On est déconfinés depuis 2 semaines, bientôt 3. Alors on voit les gens depuis 2 jours retourner et retrouver le chemin des terrasses de café ou des restaurants, ce qui est plutôt un signe sympathique et encourageant. Maintenant, voilà, voir comment la demande va se comporter, quels vont être les niveaux des ventes. Ça va être un vrai sujet dans les semaines et les mois qui viennent, pardon. Et donc dans notre capacité à se projeter sur l'avenir et à réenclencher des projets et
et les transformations qui vont être nécessaires pour s'adapter. Et puis enfin, peut-être si on prend un petit peu de recul, beaucoup de débats sur le monde d'après. Est-ce qu'on est véritablement dans un monde d'après qui pourrait être plus responsable, que ce soit socialement, écologiquement, avec un besoin de protection, de dimension sanitaire plus fort dans les produits ou dans les parcours clients, ou au contraire parce qu'on va repartir sur nos vieilles habitudes et parfois nos vieux travers. Donc ça, on n'a évidemment pas la réponse à cette question, mais c'est aussi un des défis qui sont devant nous, de comprendre et de décrypter au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette crise, les tendances pour s'adapter, pour les intégrer dans nos organisations. Merci Florent. Donc finalement, de tous ces entretiens, de tous ces échanges avec chacun d'entre vous et chacun de nos clients, on en a dégagé finalement 4 axes qui nous semblent être les 4 grandes priorités aujourd'hui des entreprises et des organisations. Un qui a été de gérer cette crise sanitaire et donc d'être capable demain de pouvoir anticiper et mieux vivre potentiellement s'il y a de nouveau des vagues de reconfinement ou en tout cas à vivre, à apprendre différemment. Et puis la deuxième dimension évidemment qui est la crise économique. Et finalement, il y a quatre dimensions clés. La première, c'est être capable de pérenniser son activité, la continuité de son activité, faire vivre son organisation interne comme sa relation avec ses clients, malgré des situations, on va dire, de confinement, déconfinement, etc. Ça, c'est un enjeu majeur. Le deuxième, c'est évidemment de pouvoir assurer la pérennité, la survie de l'entreprise. Et ça a été dans l'urgence toutes les dimensions autour des prêts, etc. Mais demain, de pouvoir, et demain étant à partir d'aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir sécuriser 2 choses. La première, c'est la rentrée du cash. Et donc, comment on optimise, on améliore, on réimagine des leviers qui permettent de sécuriser le cash. Et par exemple, un exemple concret, ça va être autour du recouvrement potentiellement, d'avoir des méthodes de finalement faire un élément de relation client plus qu'un élément de recouvrement. Et une autre dimension qui va être plus moyen terme, qui va être de digitaliser, automatiser un certain nombre de processus qui vont permettre de générer des gains d'efficacité et donc demain de pouvoir réduire la base d'OPEX. Donc là, on est vraiment dans la dimension plutôt savings et économie et finalement adaptation de la structure de coûts à cette nouvelle réalité et à ce creux, on va dire, de perte d'activité. Et puis, il y a 2 autres dimensions qui sont évidemment le fait de pouvoir reconquérir les clients, faire en sorte d'adapter, d'accompagner les clients à finalement reconsommer. Et là, la période qui s'ouvre depuis quelques jours et puis qui va durer jusqu'à la fin de l'été va être une période critique et d'observation très intéressante pour chacune des boîtes B2C ou B2B, voir comment les clients reconsomment et quelles sont les modifications de comportement et d'usage. Donc cet enjeu-là de reconquête, il est majeur. Et puis, la dernière dimension qui est finalement la promesse ou la nécessité, suivant les cas, de faire évoluer, de muter. On appelait ça mutation, de muter, de pivoter dans un modèle et dans un temps très agile pour pouvoir appréhender les impacts à la fois client mais aussi operating model, chaîne de valeur sur mon business. Voilà. Et c'est bien ces 4 dimensions aujourd'hui qui nous semblent être les priorités des dirigeants, des organisations pour pouvoir se projeter et rebondir face à la situation que l'on vient de vivre. Si on rentre un peu plus dans le détail maintenant, finalement, on a découpé ça en 8 dimensions. La première, c'est 8 axes majeurs, 8 défis majeurs. La première, c'est la nécessité, même si on l'a vu, beaucoup d'organisations ont très vite réussi à passer dans le mode télétravail,
ça pose un certain nombre de questions. Ce mode hybride que l'on vit actuellement et que les organisations vivent actuellement pose un certain nombre de questions, notamment sur la sécurité des informations, sur la performance des infrastructures qui permet justement d'avoir la bonne qualité ou pas du réseau quand on échange des documents, quand on fait des webinars et autres. Donc la performance des infras et surtout dernière dimension qui est finalement la dimension managériale, puisque on voit bien que ça pose des questions aussi sur l'engagement des collaborateurs, sur le management des collaborateurs, et donc la question de faire vivre, cohabiter le modèle on-site et le modèle off-site pour les entreprises est un enjeu clé. La deuxième qui est liée, qui est toujours tournée vers l'interne, vers cette notion de résilience, c'est de tirer parti, ou en tout cas de réinterroger les modèles de delivery des usines digitales face à cette situation. Et donc, la capacité à organiser le travail en multisite, le travail en remote. Et là, il y a un certain nombre d'outils, de méthodologies qu'il va falloir mettre à profit et qui vont en même temps être en concurrence avec des modèles d'offshore, par exemple. Donc, la question de la proximité locale va être aussi posée. Et tout ça doit être basé et doit permettre, en tout cas doit être rendu possible par des architectures digitales plus ouvertes, plus scalables. Et notamment, ces notions d'API, de cloud vont ressortir encore renforcées en termes d'enjeux pour les organisations, pour les entreprises, puisque finalement, on voit bien un des leviers majeurs de rebond, c'est le digital, que ce soit en interne ou que ce soit client. Donc la capacité à projeter sa promesse client, son expérience client sur le digital et de manière ouverte, avec un écosystème ouvert, va s'accélérer. La deuxième grande dimension, on a dit, c'est autour du cash, process for cash. Et là, on voit bien deux axes. Le premier axe qui est le cash recovery, la capacité à collecter, à mettre en place un certain nombre de parcours et de process qui permettent de s'assurer que les clients B2C, B2B, on puisse anticiper le risque de défaut de paiement pour des questions pas forcément de fraude, mais surtout pour des questions de disponibilité de trésorerie et de leur permettre justement d'adapter leur modalité pour pouvoir sécuriser cette entrée de cash. Et le deuxième, c'est un enjeu qui nous semble majeur aujourd'hui, qui est la digitalisation, même si ça fait beaucoup d'années qu'on en parle, mais la capacité à accélérer cette digitalisation des processus front ou back, et voire dans certains cas, notamment sur les process back-office à faible valeur ajoutée, leur automatisation, nous semble un enjeu, un défi clé, à la fois évidemment dans le service, dans tous les processus back-office, compta, RH, ou même dans les services bancaires ou assurances. Il y a un certain nombre de processus comme ça qui sont éligibles à ce type de projet. La troisième grande dimension, on l'a dit, c'est autour du customer recovery. Et là, on y voit deux enjeux majeurs. Évidemment, c'est le e-commerce. Quand on a les seuls acteurs finalement qui ont réussi à passer cette période de crise sanitaire sont ceux qui ont réussi à maintenir une activité e-commerce, ou en tout cas à transférer une partie de leur activité, sans jamais évidemment retrouver le niveau nominal, mais en tout cas à transférer une partie de leur activité sur le e-commerce. Donc pendant cette période, plein d'acteurs ont déployé dans l'urgence de nouveaux parcours, des nouvelles initiatives, que ce soit dans la distribution non alimentaire, dans l'automobile, dans le service. Et donc chaque secteur d'activité va devoir, B2C, B2B, industrie, service, va devoir imaginer, pérenniser, sécuriser leur activité e-commerce, que ce soit évidemment les parcours et les processus, mais aussi évidemment les architectures, les plateformes amont et aval. Et notamment l'enjeu typiquement de la livraison est aussi un enjeu clé. On a vu par exemple dans cette période, pour l'anecdote, un acteur comme PSA lancer
au mois d'avril, en plein confinement, la livraison à domicile du véhicule. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter en ligne, faire tout votre cycle de vente, d'acquisition de votre véhicule, jusqu'à la livraison à domicile de votre véhicule. Donc cet enjeu-là, il est majeur pour les organisations. Sixième dimension, autour de la continuité de l'expérience, ce qu'on appelait la continuité de l'expérience client. Pendant plusieurs semaines, certaines marques ont eu l'impossibilité de pouvoir voir leurs clients, les contacter, même gérer une interaction. Et donc, il y a une absolue nécessité pour certaines d'entre elles de reconquérir, de refaire cette phase de conquête et d'engagement qui permet de recréer du lien entre la marque et le client. Toujours dans cette logique de relation client, certains call centers ont dû être complètement réorganisés à distance. Et donc, l'enjeu est de pouvoir gérer et pérenniser une logique de call center distribué avec des équipes, des conseillers clients qui doivent accéder à distance, à la maison, à leur poste de travail, avec tout le CRM qui va bien, etc. Et donc, cet enjeu-là pose aussi des questions sur les outils, les processus, le pilotage des équipes. Une autre dimension dont on a beaucoup parlé avec les acteurs B2B, c'est la dimension de l'activité commerciale, des sales B2B, qui n'ont pas eu la possibilité d'aller justement engager, visiter leurs clients pendant toute cette période. Et donc, la performance commerciale B2B à l'heure de la distanciation est aussi posée. Donc, pareil, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils à imaginer pour les différents acteurs. Et puis, évidemment, on l'a dit, hein, le digital étant le levier majeur de rebond, le client autonome, rendre le client de plus en plus autonome pour pouvoir suivre l'ensemble de son cycle et de son parcours est un enjeu clé. Voilà. Et là, on le voit beaucoup, par exemple, dans l'industrie, où un certain nombre d'acteurs qui avant étaient peut-être un peu plus éloignés des enjeux de digitalisation de l'expérience client en font un axe majeur de leur rebond. Et puis, dernier point, et qui nous semble finalement assez clé dans cette période, on voit bien, on a plein d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes, à la fois dans les comportements des consommateurs, des clients, comment ils vont appréhender ces nouveaux parcours, ces nouveaux process, comment ils vont consommer différemment. Est-ce qu'ils vont arbitrer la valeur, le green ou au contraire demain le bon prix qui correspond à leur capacité financière. Donc tout ça va nécessiter de réinventer, tester, et tout ça de manière très, très agile en cycle court. Donc c'est ce qu'on a appelé cette notion de New Deal, comment on est capable, et les organisations sont capables de pouvoir imaginer, tester, déployer de nouveaux concepts, de nouveaux services, de nouveaux parcours pour pouvoir appréhender les changements de comportement. Et puis dernière dimension, autour du sustainable, on a vu et on a entendu différentes approches pendant ce confinement autour du sustainable. Certains nous ont dit c'était dans notre plan stratégique en janvier, ça ne l'est plus aujourd'hui. D'autres nous ont dit au contraire, ça restera et ça va rester notre axe majeur. Et on est une entreprise à mission et donc on va maintenir le sustainable et l'enjeu finalement sur le green, sur le local, etc., comme un axe majeur de nos rebonds justement. Et puis il faut dire que les pouvoirs publics vont aider aussi dans certains secteurs à accélérer ou en tout cas à garder le cap d'un monde un peu plus sustainable. Voilà. On l'a entendu typiquement aujourd'hui avec la production de masques où déjà certains fabricants aujourd'hui de masques en France sonnent la sonnette d'alarme puisqu'il y a déjà des comportements de différents acheteurs où ils préfèrent se sourcer plutôt en Chine à bas coût plutôt que de faire profiter entre guillemets et travailler les opérateurs locaux. Voilà, donc ça va être un enjeu de responsabilité collective et individuelle et dont le rôle finalement de chacun
d'entre nous sera assez clé. Voilà un peu les 8 défis qui nous semblent aujourd'hui être à l'agenda de l'ensemble de nos clients et des différentes entreprises, grandes ou petites. Et le dernier point, c'est justement cette notion de repriorisation. C'est-à-dire, comme l'expliquait Florent précédemment, les roadmaps qui avaient été définis au mois de janvier vont devoir être complètement réinterrogés à l'aune du cash disponible, de la vision ou pas que peuvent avoir les organisations, la visibilité que peuvent avoir les organisations sur leur trajectoire de chiffre d'affaires et de revenus, et 3, sur les priorités qu'ils considèrent être les leurs entre maintenant et septembre. Voilà. Je vous remercie. Juste en conclusion, on est très heureux de pouvoir partager avec vous cette étude qui est le fruit d'une analyse, vous l'avez vu, quanti, mais aussi de beaucoup d'échanges avec chacune et chacun de nos clients et donc d'entre vous, et qui nous permet justement, en tout cas, d'engager un dialogue qui a été un dialogue très ouvert, très, très simple, où les barrières se sont un petit peu abolies pendant cette période, où on a pu avoir des discussions très franches avec nos clients et donc avec chacun et chacune d'entre vous. Donc, on vous remercie beaucoup pour cet échange. Est-ce que vous avez des questions? On sera ravis d'y répondre. Ok, parfait. J'avais une question. Tout d'abord, merci pour le travail parce qu'effectivement, c'est un travail de qualité. Mon point était le suivant. Dans ce que vous mettez en termes de rebond chez les entreprises, il y a énormément de notions d'investissement et de transformation. Avec la problématique de cash actuelle qu'ont les entreprises et les problématiques de recovery de cash que vous mettez, mais aussi de charges qui restent importantes versus le revenu qui rentre. De quelle manière vous voyez la transformation pour être capable d'aller chercher ces poches de croissance, enfin ces poches d'investissement à ce stade, qui seront des poches de croissance demain, dans la nature des échanges que vous avez avec vos clients, vos partenaires? Il y a plusieurs éléments. Effectivement, on ne peut pas continuer sur les roadmaps projets comme si c'était rien passé. Et il y a une tension aujourd'hui sur les niveaux d'investissement qui fait qu'il va falloir être extrêmement sélectif. Donc ça, c'est vraiment sur le choix des priorités, sur le travail de challenging des projets, de leur ROI, des gains qui sont attendus, où on voit un travail qui se faisait déjà, mais qui va devenir d'autant plus important du fait de cette période. C'est aussi dans l'approche des projets, le fait d'être plus frugal dans les approches, d'être capable de faire plus avec moins de moyens, d'alléger peut-être aussi certains aspects de méthodologie pour aller très rapidement sur des méthodologies qui vont fournir des résultats et qui vont permettre au fur et à mesure de l'avancement du projet de s'assurer que les objectifs qui ont été définis en termes de rentabilité, que les gains d'ailleurs soient financiers mais aussi qualitatifs, sont bien au rendez-vous. Donc je pense que c'est à la fois être très sélectif dans les projets qu'on va mener et être très attentif aux coûts et aux résultats tout au long de la vie du projet et de ne pas oublier le business case après le kick-off. Pour compléter la réponse, effectivement, dans ce genre de situation, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est effectivement d'abord de réduire de sécuriser le cash et donc de réduire au maximum vos sorties, vos investissements. Pour autant, pour projeter à la fois une ambition et un retour et finalement une dynamique pour vos organisations, pour les organisations, il va falloir imaginer et prioriser quels sont les piliers de votre stratégie. Et typiquement, le go-to-market ou la reconquête des clients est un enjeu majeur. Donc oui, il y aura des arbitrages qui seront faits sur certains sujets, mais la dimension de génération de CA doit rester quand même un enjeu et un pan d'investissement pour les organisations. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est juste une question concernant le e-commerce. Vous avez balayé ça un peu rapidement. Selon vous, dans le e-commerce, entre le non-alimentaire, l'alimentaire, les produits, les services, lesquels ont tiré leur épingle du jeu de manière plus substantielle? On a souvent parlé de PSA et de son nouveau module de vente à distance. Là. Selon vous, quels seraient les secteurs les plus en poupe sur le e-commerce maintenant? Sur le e-commerce, en fait, effectivement, pendant toute cette période, c'est essentiellement les acteurs de l'alimentaire, et notamment dans l'alimentaire de proximité, qui ont tiré très fortement leur épingle du jeu, hein, et notamment sur leur cœur business des produits alimentaires. Typiquement, on voit bien que même au sein de certains groupes de distribution alimentaire, les petits formats très locaux, très tournés alimentaires ont surperformé, alors que les formats plus périurbains, type supermarché ou hypermarché, ont vu des pans entiers de leurs produits descendre complètement dans la consommation. Voilà, donc évidemment, pendant cette période, le e-commerce a explosé. Certains acteurs qui, jusqu'à présent, par exemple, B2B, qui faisaient très peu de e-commerce, ont dû, dans l'urgence, s'inventer des nouveaux parcours autour du drive, par exemple. Pour citer une anecdote, nous, on travaille régulièrement avec une entreprise de l'Ouest, hein, qui est un distributeur dans l'Ouest, et qui a dû, dans la période, mettre en place cette activité et qui lui a permis justement de maintenir une partie de son chiffre d'affaires. D'autres acteurs, typiquement dans le service, dans la banque, dans l'assurance, ont dû déployer des enablers qui leur ont permis de maintenir là aussi leur activité commerciale. Je pense à la signature électronique, par exemple, pour un acteur bancaire qui a eu la nécessité et qui a accéléré son projet afin de permettre des signatures commerciales pendant cette période. Voilà, donc tous les acteurs aujourd'hui de l'économie réfléchissent à une logique e-commerce. Après, cette logique e-commerce peut varier, sa mise en œuvre opérationnelle peut varier très fortement en fonction des acteurs. Parfois, typiquement pour les grands acteurs B2B, le sujet est surtout d'améliorer la performance de leur go-to-market avec leurs clients et faciliter la reconduction de nouvelles commandes, le suivi de la commande, de la livraison, etc., plutôt juste que d'aller chercher de nouveaux clients. Donc la réponse, il n'y a pas de réponse unique à l'enjeu de e-commerce, il dépend vraiment de chaque industrie et de chaque acteur, mais pour autant, chacun se pose la question de l'accélération de la digitalisation, on va dire, de la vente. Si c'est bon pour vous, je laisse peut-être la main à Xavier pour conclure. Écoutez, ouais, merci Nicolas, merci Florent, Valérie pour cette analyse et le partage de celle-ci. Merci à vous de nous avoir rejoints là pour ce webinaire. Effectivement, nous aussi, on l'a utilisé au sein d'Igi pour pivoter aussi hein, dans le monde d'après, ce qui nous a conduit aussi à réaligner un peu notre proposition de valeur et la déclinaison de nos offres sur ces différents défis qu'on s'est appliqués à nous-mêmes. Et donc, n'hésitez pas à prolonger cet échange avec vos différents interlocuteurs au sein de Niji pour prolonger cet échange sur ces différents axes où nous, on a constitué une matière, on a constitué en fait une différente méthodologie pour pouvoir accompagner nos clients et partenaires sur ces différents défis et différents enjeux dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc voilà, encore merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire et puis écoutez, à très bientôt au travers de différents échanges. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.